Voici plusieurs dirigeants mondiaux qui se sont autrefois tenus aux côtés des États-Unis avant que les relations ne se détériorent de façon spectaculaire. Charles de Gaulle. Il existe de nombreuses façons de décrire Charles de Gaulle. Personne ne peut cependant nier son amour pour la France et sa volonté d'aller très loin pour voir sa patrie prospérer. Après l'invasion de la France par l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, de Gaulle fut contraint à l'exil, organisa les forces françaises libres et créa un gouvernement opposé à Vichy. Après la libération de Paris en 1944, de Gaulle a dirigé 2 gouvernements provisoires français avant de démissionner en 1946. Il reviendrait à la vie publique en devenant président de la France en 1958. Quel que soit son dirigeant, la France deviendrait un membre fondateur de l'OTAN en 1949. C'était là le cœur du différend. Bien que l'OTAN soit une alliance entre plusieurs nations, elle dispose d'un commandement intégré, ce qui signifie qu'il y a un seul chef pour ses opérations militaires. Ce qui, en pratique, signifie que les différentes nations et leurs armées seraient subordonnées aux États-Unis. Si Charles de Gaulle est resté ferme lorsque son pays a été envahi par les nazis, il n'allait certainement pas se laisser dominer par ses alliés. Sa vision d'une alliance était celle de nations indépendantes, travaillant ensemble, partageant leurs plans et leurs ressources en temps de guerre. Être subordonné à une autre nation et dépendre d'elle pour la défense nationale lui était odieux. Cela s'inscrivait dans une inquiétude plus large sur la domination américaine durant la guerre froide, limitant l'autonomie internationale de la France. Une alliance, oui. La soumission, jamais. En mars 1966, il a exigé que les États-Unis retirent toutes leurs troupes de France. Cela a surpris Washington, qui pensait que de Gaulle soutenait le retrait des troupes américaines. Mais progressivement, à mesure que ces troupes ne seraient plus nécessaires à la défense contre l'Union soviétique, une menace que de Gaulle voyait décroître avec le temps. Ce nouveau changement de ton a été accueilli avec colère. Le secrétaire d'État Dean Rusk aurait demandé, je cite, « et ceux dans les cimetières français aussi ». Plus important encore, de Gaulle a également retiré la France du commandement intégré de l'OTAN. Les soldats français ne seraient plus sous le contrôle des Américains, ou de toute autre nation. Gardez à l'esprit qu'ils n'ont pas quitté l'OTAN, mais qu'ils resteront dans l'Alliance selon leurs propres conditions. De Gaulle voulait que la France soit une nation fière et indépendante, et non soumise à une autre. Ce n'est qu'en 2009 que la France a réintégré le commandement intégré de l'OTAN. Ho Chi Minh. Tous les hommes naissent égaux. Ils sont dotés par leur créateur de certains droits inaliénables. Parmi ceux-ci figurent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Si ces mots vous semblent familiers, non. Nous ne parlons pas de 1776 et de la déclaration d'indépendance américaine. Nguyen Sinh. Cong est né en 1890 en Indochine française, aujourd'hui le Vietnam, bien qu'il soit mieux connu sous le nom de Ho Chi Minh. Après avoir reçu une éducation, il travailla à bord d'un paquebot français et parcourut le monde, vivant à Boston, New York, Londres et finalement à Paris, où il devint un nationaliste vietnamien. Dans les années 1920, il adopta le communisme et poursuivit son activisme avant que la Seconde Guerre mondiale n'éclate. L'Indochine fut envahie par les Japonais, et Ho Chi Minh fit partie de la résistance contre l'occupation japonaise. Pendant la guerre, il fut aidé par l'Office of Strategic Services, un précurseur de la CIA, en travaillant avec l'OSS. Lui et ses hommes furent une épine dans le pied des occupants japonais. C'est cette période, ainsi que ses expériences internationales précédentes, qui lui ont donné une immense admiration pour les idéaux américains. Le 2 septembre 1945, le jour où le Japon s'est officiellement rendu, Ho Chi Minh a déclaré l'indépendance du Vietnam vis-à-vis de la France, et a même commencé son discours par le préambule de la déclaration d'indépendance. Il espérait le soutien des États-Unis pour obtenir son indépendance vis-à-vis de la France. Mais quand la situation s'est compliquée, les États-Unis ont aidé la France à tenter de reprendre le contrôle de sa colonie. Lorsque la France a été chassée en 1954, le Vietnam a été divisé entre le nord communiste dirigé par Ho Chi Minh et le sud dirigé par Ngo Dinh Diem. Les États-Unis allaient soutenir le sud. Pour Ho Chi Minh, c'était une trahison énorme. Il avait cherché le soutien des États-Unis pour l'indépendance, mais il s'est vu repousser encore et encore. Le nord et le sud du Vietnam allaient s'affronter pour le contrôle du pays, avec le soutien des États-Unis au sud. Ho Chi Minh, un homme qui avait fondé l'appel à l'indépendance de sa nation sur les mots de Thomas Jefferson, en devint l'adversaire le plus inflexible. Nous savons tous ce qui s'est passé ensuite. Manuel Noriega. Le canal de Panama est sans doute le bien immobilier le plus précieux au monde, et les États-Unis le surveillent, comme le lait sur le feu.
Donc le dirigeant du Panama subit plus qu'un peu de pression. Après plusieurs coups d'État et prise de pouvoir, Manuel Noriega a consolidé son pouvoir et est devenu le dirigeant du Panama en 1983. C'était en fait une bonne nouvelle pour les États-Unis. Pendant des décennies avant de prendre le pouvoir, il était un informateur pour la CIA, la Defense Intelligence Agency, et d'autres agences américaines. Avoir un de leurs hommes au pouvoir représentait une grande victoire pour les États-Unis. Il soutenait les Contras, mouvement contre-révolutionnaire cherchant à renverser le gouvernement sandiniste au Nicaragua voisin, impliquant ainsi indirectement le Panama dans l'affaire Iran-Contra, qui nécessiterait une vidéo dédiée pour être expliquée. Noriega informait les États-Unis sur le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et les déplacements des forces de guérilla, tout en autorisant l'utilisation du Panama comme base d'opération américaine dans la région. Il était, bien sûr, très bien payé pour ces informations, une source affirmant qu'il recevait 10 000 $ par mois pour ses renseignements. Mais tout n'était pas rose non plus. Noriega jouait souvent sur les deux tableaux, soutenant parfois les sandinistes, ainsi que les Cubains, quand cela l'arrangeait. Mais ce qui inquiétait encore plus, c'était les cartels de la drogue. Noriega était plus qu'heureux de remplir ses poches avec l'argent de la drogue. Les États-Unis étaient prêts à fermer les yeux. Suite à l'affaire Iran-Contra, Noriega aurait vendu des technologies et informations américaines classifiées selon certaines allégations. Pour ajouter à cela, la zone du canal était sous contrôle américain, mais devait être remise au Panama à la fin de 1999. Noriega, autrefois un atout, est devenu plus difficile à contrôler, et était devenu un fardeau, et la relation autrefois bénéfique s'est détériorée. En 1988, il a été inculpé par un grand jury pour trafic de drogue. En 1989, il a ignoré les résultats des élections dans lesquelles son adversaire avait largement gagné. Et ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. En 1989, les États-Unis ont lancé l'opération Just Cause. Noriega s'est réfugié à l'ambassade du Vatican, encerclé par les troupes américaines, et s'est rendu quelques jours après. En 1992, il a été condamné pour trafic de drogue et blanchiment d'argent par un tribunal fédéral américain, et a écopé de 40 ans de prison. Peine qui a ensuite été réduite à 17 ans. Après sa libération, il est resté en prison car il avait été condamné par contumace par un tribunal français. Il finira par être renvoyé au Panama, où il passera le reste de sa vie en prison jusqu'à sa mort en 2017. Saddam Hussein. Saddam Hussein était au mieux un allié de circonstance, mais cela n'a pas rendu le passage au statut d'ennemi moins spectaculaire. Après la révolution de 1979 en Iran, l'Amérique avait besoin de quelqu'un dans la région pour servir de contrepoids. En 1980, la guerre Iran-Irak a éclaté, ce qui a donné aux États-Unis l'occasion de saper le nouveau régime iranien. Officiellement, les États-Unis étaient neutres dans le conflit. En réalité, ils avaient commencé à partager des renseignements recueillis par des satellites espions avec la direction irakienne, même avant qu'une relation officielle ne soit établie en 1984. La CIA disposait d'informations sur les programmes d'armes chimiques irakiens, mais elle a fermé les yeux là-dessus, car affaiblir l'Iran était une priorité plus importante. Même avec ce soutien, la guerre s'est prolongée jusqu'en 1988, et l'Irak a été dévasté, surtout sur le plan financier. Massivement endetté, Saddam Hussein a autorisé l'invasion du Koweït voisin. Ce fut une erreur de calcul fatale. Après l'échec des négociations, les États-Unis ont dirigé une coalition multinationale pour chasser les forces irakiennes du territoire koweïtien. Quelques années auparavant, ils partagèrent des renseignements. Mais bientôt, une campagne aérienne d'1 mois a anéanti les forces irakiennes. Et lorsque les troupes au sol ont été déployées au Koweït, l'Irak a été vaincu en quelques jours. Saddam Hussein, autrefois un allié de circonstance, était désormais un ennemi intransigeant. Après une décennie de tensions, culminant avec les inquiétudes concernant l'accumulation d'armes de destruction massive par l'Irak, en 2003, une autre coalition dirigée par les États-Unis a cherché à évincer Saddam Hussein du pouvoir. En décembre de cette année-là, Hussein serait capturé près de la ville de Tikrit, placé en détention, il serait jugé, et en 2006, il serait exécuté pour crime contre l'humanité. Il serait condamné à la pendaison et subirait ce sort en décembre de la même année. Ces exemples peuvent sembler cyniques, mais ils rappellent que la géopolitique est complexe et en perpétuel changement, et qu'un ami aujourd'hui peut se retrouver dans la ligne de mire le lendemain.